Ce jour-là, j'ai souri. J'ai souri pendant que ma fille emportait mon canapé par la porte. J'ai souri pendant qu'elle criait des ordres à son mari dans mon salon. J'ai souri même quand elle m'a dit « Nous méritons Paris, maman. Toi, tu as déjà vécu. » Et quand ils sont partis, ma table, mes chaises, mes souvenirs empilés dans un camion de location, j'ai continué à sourire. Mais ce sourire-là, ce n'était pas de la joie, c'était de la lucidité. Je m'appelle Geneviève de Laurencin. J'ai 70 ans. Et voici mon histoire. L'histoire d'une mère qui habitait Lyon et qui a fini par partir pour Paris. Avant ce jour terrible, j'habitais une maison que j'aimais profondément. Une belle demeure bourgeoise, dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, avec des moulures au plafond, un balcon qui donnait sur les toits de la ville, et une lumière dorée qui entrait chaque matin par les grandes fenêtres du salon. J'y avais élevé ma fille, Charlotte, seule, après la mort de mon mari. Cette maison sentait la cire d'abeille et le tilleul. J'y avais accroché des photos de famille dans des cadres anciens. Sur le buffet en noyer, il y avait une petite boîte en laque, un cadeau de ma mère, où je rangeais mes bijoux et mes secrets. Charlotte adorait cette maison. Enfant, elle courait pieds nus sur le parquet. Adolescente, elle jouait du piano dans le salon. Jeune femme, elle s'est mariée dans le jardin, sous les glycines. Et puis, elle a changé. Ou peut-être que je ne l'avais jamais vraiment vue. Tout a commencé 6 mois avant ce fameux sourire. Charlotte est venue me voir avec Mathieu, son mari. Un homme élégant, avocat d'affaires, toujours bien habillé. Trop bien habillé d'ailleurs. Comme s'il portait un costume même pour mentir. Ils se sont assis face à moi, les mains jointes, un air grave. « Maman, on a besoin de ton aide. » J'ai posé ma tasse de thé. Mon cœur s'est serré. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» Charlotte a baissé les yeux. Mathieu a pris la parole. « Geneviève, nous traversons une période difficile. Mon cabinet, il y a eu des complications. Nous avons des dettes, des dettes. » Le mot est tombé comme une pierre dans une eau calme. « Combien ?» J'ai demandé doucement. « 15 000 €. » J'ai avalé ma salive. C'était une somme. Mais c'était ma fille. « Je vais vous aider, » j'ai dit. Charlotte s'est levée d'un bond et m'a serré dans ses bras. « Merci, maman. Tu es la meilleure. On te rendra tout, promis. » Je lui ai caressé les cheveux, comme quand elle était petite. Je ne savais pas encore que cette promesse, elle ne la tiendrait jamais. Ce soir-là, après leur départ, je suis restée seule dans le salon. J'ai ouvert la petite boîte en laque sur le buffet. À l'intérieur, il y avait l'alliance de ma mère, une broche en argent et une photo jaunie de Charlotte à 5 ans, assise sur mes genoux. Je l'ai regardée longtemps. Puis j'ai refermé la boîte, sans savoir que bientôt, je la reverrai pour la dernière fois dans cette maison de Lyon. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. 2 semaines plus tard, Charlotte est revenue. Mais cette fois, elle n'était pas venue demander. Elle était venue prendre. 2 semaines plus tard, Charlotte est revenue. Cette fois, elle n'a pas sonné. Elle avait les clés. Elle est entrée comme si c'était chez elle. « Maman, tu es là ?» J'étais dans la cuisine, en train de préparer une tarte aux pommes. Celle qu'elle aimait tant, enfant. « Oui, ma chérie, entre, je suis contente de te voir. » Elle est apparue dans l'encadrement de la porte. Belle, toujours, mais son regard, il était différent, dur, calculateur. « Maman, il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est serré. Encore. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Charlotte a sorti son téléphone et m'a montré des photos. Des appartements parisiens. Lumineux, moderne, cher. « Regarde, maman, c'est magnifique, non ?» J'ai hoché la tête, sans comprendre où elle voulait en venir. « Mathieu a eu une promotion. On doit déménager à Paris. C'est une opportunité incroyable. » J'ai souri. J'étais heureuse pour elle. « C'est merveilleux, ma chérie. Paris, tu as toujours rêvé d'y vivre. »« Oui, » elle a dit. Puis elle a posé sa main sur la mienne. « Mais voilà, l'appartement coûte cher, beaucoup plus cher que prévu. Et avec les dettes qu'on vient de rembourser, elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. « Combien ?» j'ai demandé doucement. « 10 000 €, juste pour le dépôt de garantie et les premiers mois. 10 000 €. J'ai regardé mes mains, vieilles, fatiguées. « Charlotte, je t'ai déjà donné 15 000 € il y a 2 semaines. C'est beaucoup d'argent. » Elle a retiré sa main brusquement. « Beaucoup d'argent ? Maman, tu vis seule dans cette grande maison. Tu n'as besoin de rien. Moi, j'ai une vie, un mari, des projets. Tu ne veux pas que je réussisse ?» Sa voix était montée d'un cran, aiguë, blessante. J'ai avalé ma salive. « Bien sûr que je veux que tu réussisses, ma chérie. C'est juste que quoi? Que tu préfères garder ton argent pour toi ?» Les larmes me sont montées aux yeux. Comment une fille peut-elle parler ainsi à sa mère? J'ai baissé la tête. « Je vais voir ce que je peux faire, » j'ai murmuré. Charlotte s'est levée aussitôt, tout sourire. « Merci, maman. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es la meilleure. » Elle m'a embrassée sur la joue, rapidement,
comme on embrasse une étrangère, et elle est partie. Je suis restée assise à la table de la cuisine. Longtemps. La tarte aux pommes refroidissait sur le comptoir. Personne ne la mangerait. J'ai pleuré ce soir-là, doucement, pour que personne ne m'entende, même si j'étais seule, même si personne ne viendrait me consoler. Les jours suivants, j'ai fait ce que toutes les mères font. J'ai trouvé l'argent. J'ai vendu des obligations. J'ai vidé un compte d'épargne que je gardais pour mes vieux jours. 10 000 €. Je les ai donnés à Charlotte dans une enveloppe blanche, sans un mot. Elle l'a prise en souriant. « Merci, maman. Tu ne le regretteras pas, promis. » Mais au fond de moi, je savais déjà. Je savais que ce ne serait pas la dernière fois. 1 mois passa. Charlotte ne m'appelait plus. Elle était trop occupée, disait-elle, avec le déménagement, les cartons, les préparatifs. Je restais seule dans ma grande maison de Lyon, à regarder les photos dans les cadres anciens. Charlotte a 5 ans. Charlotte a 15 ans. Charlotte le jour de son mariage. Où était passée cette petite fille qui me serrait dans ses bras? Puis, un après-midi pluvieux de novembre, la porte s'est ouverte. Charlotte et Mathieu sont entrés, sans frapper. Ils portaient des vêtements élégants, neufs, chers. « Bonjour maman. » Je me suis levée du canapé, surprise. « Charlotte? Mathieu? Qu'est-ce que vous faites ici ?» Mathieu a regardé autour de lui, comme s'il évaluait la maison. Charlotte a posé son sac sur la table basse. « Maman, on a besoin de parler. Sérieusement cette fois. » Elle s'est assise en face de moi. Son regard était froid. « On part pour Paris dans 3 semaines, mais on a un problème. » J'ai attendu, le cœur battant. « L'appartement est meublé. On n'a pas besoin de nos meubles. Alors on a pensé... » Elle a fait un geste vague vers le salon. « Tes meubles sont magnifiques, anciens, de valeur. Si on les vendait, ça nous aiderait énormément. » Le silence s'est installé. Un silence lourd, épais. « Mes meubles ?» J'ai répété, incrédule. « Oui, maman. Juste quelques pièces. Le canapé, la table, les chaises. Tu n'en as pas vraiment besoin, non ?» J'ai regardé mon canapé, celui où mon mari s'asseyait pour lire le journal, celui où Charlotte faisait ses devoirs, adolescente. « Mais c'est ma maison, ce sont mes affaires. » Charlotte a soupiré, agacée. « Maman, ne sois pas égoïste. On te demande juste un peu d'aide. Après tout ce qu'on a traversé, tu ne peux pas faire ça pour nous ? Égoïste. » Le mot m'a frappé comme une gifle. Mathieu s'est penché vers moi, son sourire professionnel aux lèvres. « Geneviève, pensez-y comme un investissement. Vous nous aidez maintenant, et plus tard, quand nous serons installés, vous pourrez venir nous voir à Paris. Ce sera merveilleux. Paris. » Le mot brillait comme une promesse. Mais au fond de moi, quelque chose criait, quelque chose que je refusais d'entendre. « Ah, d'accord, » j'ai dit finalement, d'une voix faible. Charlotte a souri. « Merci maman. Tu es un ange ou une idiote. » Le lendemain, un camion est arrivé. 2 hommes sont entrés et ont commencé à emporter mes meubles. Le canapé, la table, les chaises, le buffet en noyer. Je regardais, debout dans l'entrée, les bras croisés sur ma poitrine. Charlotte supervisait le tout, téléphone à la main, comme une chef d'orchestre. « Attention avec ça, c'est fragile !» Puis elle s'est tournée vers moi. « Nous méritons Paris, maman. Toi, tu as déjà vécu. » Et elle a souri. Ce sourire, je ne l'oublierai jamais. Quand ils sont partis, la maison était vide, silencieuse. Je me suis assise par terre, dans le salon, et j'ai pleuré. Puis j'ai ouvert la petite boîte en lac, la seule chose qu'ils n'avaient pas prise. À l'intérieur, la photo de Charlotte enfant me regardait. J'ai refermé la boîte. Et pour la première fois, une pensée terrible a traversé mon esprit. Et si je partais, moi aussi? Les premiers jours après leur départ, je me suis menti à moi-même. Je me levais le matin et je me disais « Tu as fait le bon choix, tu as aidé ta fille, c'est ce que font les mères. » Je marchais dans le salon vide et je me répétais « Ce ne sont que des meubles, des objets. Charlotte est plus importante. » Je m'asseyais par terre, le dos contre le mur froid, et je murmurais « Elle reviendra, elle te remerciera, tout ira bien. » Mais la vérité, c'est que je mentais, parce qu'au fond de moi, je savais. Je savais que Charlotte ne reviendrait pas. Je savais qu'elle ne me remercierait pas. Je savais que rien n'irait bien. J'ai acheté une chaise pliante et une petite table en plastique dans un magasin de bricolage. 49 €. Moi, Geneviève de Laurencin, qui avait vécu entourée de meubles anciens et de beaux objets toute ma vie, j'étais assise sur une chaise pliante dans mon propre salon. Je mangeais seule, face au mur vide où avait accroché un tableau de famille. Le silence était assourdissant. Charlotte ne m'appelait pas. 1 semaine passa, puis 2. Je l'ai appelée moi-même, plusieurs fois. Elle ne répondait jamais. Puis, un soir, elle m'a envoyé un message. « Désolée maman, très occupée avec l'installation. Je t'appelle bientôt. Bisous, bisous. » 2 syllabes froides sur un écran. Je continuais ma vie, comme on continue à respirer même quand on a mal. Je sortais faire les courses. Je saluais les voisins. Je souriais quand ils me demandaient comment j'allais. « Très bien, merci. Ma fille vient de déménager à Paris.
Je suis si fière d'elle. Il souriait en retour, content pour moi. Personne ne voyait que je rentrais dans une maison vide. Personne ne savait que je pleurais, assise sur ma chaise pliante, en mangeant une soupe réchauffée. Personne ne devinait que ma propre fille m'avait dépouillée. Un matin, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche, sans expéditeur. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une carte postale de Paris. La tour Eiffel illuminée. Au dos, l'écriture de Charlotte. Chère maman, Paris est magnifique. L'appartement est parfait. Tes meubles nous ont beaucoup aidés. Merci pour tout. On t'embrasse, Charlotte et Mathieu. J'ai relu la carte 3 fois. Tes meubles nous ont beaucoup aidés. Pas, on te les rendra. Pas, on te doit tellement. Juste, merci. Comme on remercie quelqu'un qui tient la porte. Je suis allée dans ma chambre et j'ai ouvert la petite boîte en lac. J'ai sorti la photo de Charlotte enfant. Ses grands yeux innocents, son sourire sans calcul. Où es-tu partie, ma petite fille? J'ai murmuré. Mais la photo ne répondait pas. Seul le silence me répondait. Les semaines ont passé. Je m'habituais à ma nouvelle vie. Enfin, j'essayais. Je dormais mal. Je mangeais peu. Je maigrissais. Mes amis s'inquiétaient. Geneviève, tu as l'air fatiguée. Tout va bien? Oui, oui. Juste un peu de stress. Rien de grave. Je mentais encore. À elle. À moi. Puis, un après-midi, en triant des papiers, je suis tombée sur une vieille facture. Une facture de l'antiquaire qui avait estimé mes meubles des années auparavant, pour l'assurance. Le canapé, 3 500 €. La table, 4 000 €. Le buffet en noyer, 6 000 €. Mon sang s'est glacé. J'ai fait le calcul dans ma tête. Plus de 20 000 € de meubles. 20 000 € qu'ils avaient emportés. Ajoutés aux 15 000 € de la première fois et aux 10 000 de la seconde. 45 000 €. Ma fille m'avait pris 45 000 €. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Je me suis assise par terre, le dos contre le mur, la facture tremblante entre mes mains. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je pu ne rien voir? Ce soir-là, j'ai appelé Charlotte. Le téléphone a sonné longtemps, puis elle a décroché. « Maman, c'est pas le bon moment. Je suis occupée. Charlotte, il faut qu'on parle. » Un soupir agacé. Parler de quoi? Des meubles. Un silence. Quoi, les meubles? Ils valaient beaucoup d'argent, Charlotte. Beaucoup. Et tu... Elle m'a coupé sèchement. Maman, s'il te plaît, on en a déjà parlé. Tu étais d'accord. Ne commence pas à regretter maintenant. Mais je ne savais pas que... Tu ne savais pas quoi? Que tes meubles avaient de la valeur? Arrête, maman. Tu savais très bien. Tu voulais nous aider. Tu nous as aidés. Point final. Sa voix était froide, dure, implacable. Maintenant, il faut que j'y aille. On se rappelle. Bisous. Elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone contre l'oreille, écoutant la tonalité. Et pour la première fois, j'ai ressenti autre chose que de la tristesse. J'ai ressenti de la colère. Une colère sourde, profonde, libératrice. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir où vivent les femmes qui, comme moi, ont donné sans compter. Le lendemain, j'ai pris une décision. Une décision que je n'aurais jamais cru possible quelques semaines auparavant. J'ai appelé un notaire et je lui ai posé une question très simple, une question qui allait tout changer. Le cabinet du notaire sentait le cuir ancien et le papier. Maître Rousseau était un homme d'une 60aine d'années, aux lunettes rondes et au regard bienveillant. Il m'a fait asseoir dans un grand fauteuil en face de son bureau. « Madame de Laurencin, que puis-je faire pour vous ?» J'ai posé mon sac sur mes genoux. Mes mains tremblaient légèrement. « Maître, j'ai une question importante. » Il a hoché la tête, attentif. « Je vous écoute. » J'ai pris une grande inspiration. Ma maison à Lyon, elle est à mon nom, uniquement à mon nom. Est-ce que j'ai le droit de la vendre? Sans demander la permission à qui que ce soit? Maître Rousseau m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Bien sûr, madame. C'est votre propriété. Vous en faites ce que vous voulez. Vous n'avez besoin de l'autorisation de personne. » Un poids immense s'est enlevé de ma poitrine. Même si ma fille pense que cette maison lui reviendra un jour? Le notaire a froncé les sourcils. « Madame, tant que vous êtes en vie et en possession de vos facultés mentales, vous êtes libre de vendre, de donner ou de faire ce que bon vous semble avec vos biens. Personne ne peut vous en empêcher. » J'ai fermé les yeux un instant. Cette maison, cette belle maison de la Croix-Rousse, où j'avais élevé Charlotte, où j'avais pleuré mon mari, où j'avais vécu mes plus beaux et mes plus tristes moments. Cette maison qui, maintenant, était vide, dépouillée, froide. Combien pourrait-elle valoir? J'ai demandé doucement. Maître Rousseau a consulté son ordinateur. Dans ce quartier, avec cette superficie, je dirais entre 450 000 et 500 000 €. Peut-être plus, selon l'état et les finitions. 450 000 €. Une fortune. Une nouvelle vie.
Et si je la vendais, combien de temps faudrait-il? Tout dépend du marché. Mais pour une belle maison dans la Croix-Rousse, je dirais 3 à 6 semaines. Peut-être moins si vous acceptez une offre rapide. 3 à 6 semaines. Assez de temps pour tout organiser. Assez de temps pour disparaître. Maître, j'ai une autre question. Je vous en prie. Si je vendais ma maison et que je partais vivre ailleurs, est-ce que je serais obligé de dire où? À ma famille, je veux dire. Le notaire a souri doucement. Un sourire qui disait « Je comprends. Madame, vous êtes une adulte libre. Vous n'avez aucune obligation de rendre des comptes à qui que ce soit. Vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez. » En sortant du cabinet, j'ai marché longtemps dans les rues de Lyon. Le ciel était gris, une pluie fine commençait à tomber. Mais moi, pour la première fois depuis des semaines, je me sentais légère, libre. Je suis rentrée chez moi et j'ai regardé autour de moi. Le salon vide, les murs nus, les traces au sol, là où se trouvaient mes meubles. Cette maison n'était plus la mienne. Elle était devenue un fantôme. Le fantôme de ce que j'avais été, de ce que j'avais perdu. Il était temps de partir. J'ai ouvert mon ordinateur, celui que Charlotte trouvait trop compliqué pour moi. À ton âge, maman. Et j'ai commencé à chercher. Des appartements à Paris, pas dans les beaux quartiers, comme Charlotte. Non, quelque chose de simple, de lumineux, de nouveau. Quelque chose qui serait à moi, seulement à moi. J'ai trouvé un appartement dans le Marais, petit, charmant, avec une fenêtre qui donnait sur une cour pavée. Le prix était raisonnable, bien moins que ce que vaudrait ma maison. J'ai pris rendez-vous pour une visite, puis j'ai appelé une agence immobilière à Lyon. « Bonjour, je souhaiterais mettre ma maison en vente, rapidement. » Les choses se sont enchaînées très vite après cela. L'agent immobilier est venu le lendemain. Un jeune homme dynamique, enthousiaste. « Madame de Laurencin, c'est une magnifique propriété. Même vide, on voit le potentiel. Les moulures, la hauteur sous plafond, l'emplacement. » Il a pris des photos, beaucoup de photos. « On peut la mettre en ligne dès demain. Je suis sûre qu'elle partira vite. »« Parfait, » j'ai dit calmement. Le soir même, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai ouvert une bouteille de vin, un bon Bordeaux que je gardais pour une occasion spéciale. Je me suis servi un verre, je me suis assise sur ma chaise pliante dans mon salon vide. Et j'ai souri, un vrai sourire cette fois. Pendant ce temps, à Paris, Charlotte vivait sa belle vie. Elle postait des photos sur les réseaux sociaux, des photos d'elle et Mathieu dans des restaurants chics, des photos de leur appartement magnifique, des photos de la Tour Eiffel. Paris je t'aime, New Life, blessed, bénie. Elle se sentait bénie. Elle ne savait pas encore que la bénédiction, elle était sur le point de changer de camp. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. L'agent immobilier, Madame de Laurencin, j'ai une excellente nouvelle. Nous avons déjà 3 offres sérieuses pour votre maison, dont une au prix demandé. Mon cœur s'est accéléré. Vraiment? Oui, un couple de Parisiens qui cherchent à s'installer à Lyon. Ils veulent acheter rapidement, cash, sans condition. Ils peuvent signer dans 2 semaines. 2 semaines. J'accepte, j'ai dit sans hésiter. Le soir même, j'ai ouvert la petite boîte en lac. J'ai sorti la photo de Charlotte enfant et je l'ai regardée longuement. « Tu voulais Paris, ma chérie? Tu vas la voir. Mais moi aussi. » J'ai remis la photo dans la boîte. Puis, j'ai commencé à faire mes valises. Charlotte ne m'avait pas appelé depuis 3 semaines. Mais ce n'était plus grave, parce que bientôt, très bientôt, c'est elle qui aurait besoin de m'appeler. Et cette fois, ce serait moi qui ne répondrais pas. Les 2 semaines qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. J'habitais encore ma maison de Lyon, mais je n'y vivais plus vraiment. J'étais déjà partie. Dans ma tête, dans mon cœur. Je traversais les pièces comme un fantôme traverserait une vie ancienne. Je touchais les murs. Je regardais par les fenêtres. Je disais au revoir, doucement, à chaque coin de cette maison qui avait été mon refuge pendant 40 ans. Mais je ne pleurais plus. C'est étrange comme la douleur peut se transformer en quelque chose d'autre, en force, en clarté, en détermination. Le notaire m'avait expliqué toute la procédure. Madame de Laurencin, l'acheteur est très motivé. Il a déjà obtenu son prêt. Nous pouvons signer dans 15 jours, le 23 novembre exactement. 15 jours. 15 jours pour fermer un chapitre de ma vie. 15 jours pour que ma fille réalise ce qu'elle avait fait. J'ai commencé à trier mes affaires, ce qui restait, en tout cas, mes vêtements, mes livres, mes quelques bibelots que Charlotte n'avait pas jugés assez précieux pour les emporter. J'ai rempli des cartons lentement, méthodiquement. Chaque objet racontait une histoire. Cette théière en porcelaine, cadeau de mon mari pour notre 10e anniversaire. Ce châle en cachemire, acheté lors d'un voyage en Écosse. Ce petit cadre en argent avec la photo de mes parents, disparus depuis longtemps. Un matin, j'ai ouvert le placard de l'entrée et j'ai trouvé une vieille écharpe de Charlotte, celle qu'elle portait au lycée, rose pâle en laine douce. Je l'ai prise dans mes mains.
Elle sentait encore un peu son parfum, ou peut-être que je l'imaginais. J'ai fermé les yeux, et je me suis souvenu. Charlotte a 16 ans, qui enroulait cette écharpe autour de son cou avant de partir pour l'école. « À ce soir, maman !» Elle claquait la porte, et je la regardais par la fenêtre, courir vers l'arrêt de bus, ses cheveux au vent. Où était partie cette jeune fille? Quand s'était-elle transformée en cette femme froide qui me traitait comme un distributeur automatique? J'ai plié l'écharpe soigneusement, et je l'ai mise dans un carton. Je ne savais pas pourquoi je la gardais. Peut-être par habitude, peut-être par espoir, ou peut-être simplement parce qu'une mère ne peut pas jeter les souvenirs de son enfant, même quand cet enfant l'a abandonné. Les jours passaient. Charlotte ne m'appelait toujours pas. J'avais arrêté de compter. 4 semaines maintenant. 1 mois entier sans nouvelles. Sauf ses publications sur les réseaux sociaux, bien sûr. Je les regardais parfois, la nuit, quand je n'arrivais pas à dormir. Des photos de restaurants gastronomiques, des selfies devant le Louvre, des verres de champagne levés vers la caméra. Your Paris vibes, living my best life, grateful, grateful. Reconnaissante. Reconnaissante envers qui? Certainement pas envers moi. Un soir, elle a posté une photo qui m'a fait mal. Une photo de leur salon parisien. Et là, bien visible sur la photo, reconnaissable entre mille, mon canapé. Mon beau canapé en velours bleu nuit, celui où mon mari s'asseyait pour lire le journal. Il trônait dans leur appartement, élégant, parfait. Sous la photo, elle avait écrit « Notre petit coin cosy. On adore notre nouveau chez nous. » J'ai fixé l'écran longtemps. Notre nouveau chez nous, construit avec mes meubles, financé par mon argent, bâti sur mon sacrifice. Et elle n'en avait même pas conscience. Ou pire, elle s'en fichait. J'ai fermé le téléphone et je l'ai posé sur la table pliante. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai regardé les photos de mon futur appartement à Paris, petit, lumineux, moderne, sans histoire, sans passé, sans fantôme. Exactement ce dont j'avais besoin. J'avais signé le bail 3 jours auparavant. Le propriétaire, un monsieur charmant d'une 60aine d'années, m'avait accueilli avec le sourire. « Madame de Laurencin, bienvenue à Paris. Vous allez adorer le Marais. C'est un quartier vivant, culturel. Il y a des cafés magnifiques, des librairies, des galeries d'art. C'est parfait, j'avais dit. J'ai besoin de nouveautés. » Il m'avait regardé avec curiosité, mais il n'avait pas posé de questions. Les gens bien élevés ne posent pas de questions indiscrètes. Le déménagement était prévu pour le 24 novembre, le lendemain de la signature de la vente. J'avais tout organisé avec une société de déménagement discrète. Pas une grande entreprise, juste 2 hommes avec une camionnette. « On vient à quelle heure, madame ?»« Tôt, 7 heures du matin. »« Très bien. Et l'adresse de livraison ?» J'avais donné l'adresse de mon nouvel appartement à Paris. Paris, où vivait Charlotte. Mais Charlotte ne le saurait pas. Pas tout de suite, en tout cas. 1 semaine avant la signature, j'ai reçu un appel. Le numéro de Charlotte s'est affiché sur mon écran. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. J'ai hésité. Puis, j'ai décroché. « Allô ? Maman, enfin ! Tu ne réponds jamais !» Sa voix était joyeuse, légère, comme si de rien n'était, comme si elle ne m'avait pas ignorée pendant 1 mois. « Charlotte, » j'ai dit calmement, « comment vas-tu ? » « Super bien. Paris est génial. Tu ne peux pas imaginer. On va tout le temps au théâtre, aux expositions. La vie culturelle ici, c'est incroyable. Je suis contente pour toi. » Un silence. « Maman, tu as l'air bizarre. Ça va ? » « Ça va très bien, ma chérie. »« Bon, écoute, je t'appelais parce que on organise un dîner pour Noël. Un truc élégant, tu vois. On invite des collègues de Mathieu, des gens importants. Ça va être dans notre nouvel appartement. » J'ai serré le téléphone plus fort. « Et tu voulais me dire ça pourquoi ? » « Ben, pour que tu le saches. Et aussi, elle a hésité. Aussi, on aurait besoin d'un peu d'argent. Pour le traiteur, le champagne, tout ça. C'est important pour la carrière de Mathieu, tu comprends ? Voilà. Elle n'appelait pas pour prendre de mes nouvelles. Elle n'appelait pas parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Elle appelait pour demander de l'argent. Encore, toujours. J'ai pris une grande inspiration. « Charlotte, je ne peux pas. » Un silence glacial. « Comment ça, tu ne peux pas ? » « Je ne peux pas t'aider cette fois. J'ai des dépenses. »« Des dépenses ? Quelles dépenses ? Tu vis toute seule dans ta grande maison, tu n'as besoin de rien. » Sa voix était montée, agressive. « Charlotte, je t'ai déjà donné beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Il faut que tu comprennes que... » Elle m'a coupé. « Que quoi ? Que tu regrettes ? Que tu voudrais reprendre ce que tu m'as donné ? C'est ça ? Non, Charlotte. C'est juste que... Tu sais quoi, maman ? J'en ai marre. Marre de devoir toujours te demander, te supplier. Tu es ma mère. Tu es censée m'aider. » Les larmes me sont montées aux yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère. « Charlotte, je t'ai aidée. Plus que tu ne le sauras jamais. Mais là quoi ? Tu deviens égoïste ? C'est ça, ce mot. Encore, égoïste.
Je dois y aller, Charlotte. Maman, attends. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait à toute vitesse. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai pleuré. Longtemps. Mais après les larmes, il y avait quelque chose d'autre. Une certitude. J'avais pris la bonne décision. Les jours suivants, je n'ai plus répondu à ses appels. Elle en a passé 3. Puis, elle a arrêté. Elle m'a envoyé un message. « Bon, si c'est comme ça. Je vois que tu ne penses qu'à toi. J'espère que tu es fier de toi. » Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Le 23 novembre est arrivé. Le jour de la signature. Je me suis levée tôt. J'ai mis ma plus belle robe, celle en laine gris anthracite que je portais pour les grandes occasions. Je me suis maquillée soigneusement. J'ai coiffé mes cheveux blancs en chignon élégant. Dans le miroir, j'ai vu une femme digne, une femme qui reprenait sa vie en main. Le notaire m'a accueillie avec un grand sourire. « Madame de Laurencin, tout est prêt. L'acheteur est déjà là. » J'ai serré la main du couple qui achetait ma maison. Ils étaient un homme jeune, 30 ans peut-être. Ils rayonnaient de bonheur. « Madame, merci infiniment. Cette maison est magnifique. On va y être tellement heureux. » J'ai souri. « J'en suis certaine. Prenez-en soin. On vous le promet. » Maître Rousseau a ouvert les documents. « Alors, si vous voulez bien signer ici, et là, j'ai signé. Geneviève de Laurencin. » Chaque signature était une libération. Quand tout a été terminé, le notaire m'a tendu un chèque. 485 000 €. Une fortune. Une nouvelle vie. « Madame, félicitations. Merci, maître. » En sortant du cabinet, j'ai regardé une dernière fois vers le quartier de la Croix-Rousse, vers ma maison, qui n'était plus ma maison. « Au revoir », j'ai murmuré. Puis je suis montée dans un taxi. « À la gare, s'il vous plaît. » Cette nuit-là, j'ai dormi dans un petit hôtel près de la gare de Lyon. Demain, les déménageurs viendraient chercher mes dernières affaires. Et moi, je prendrais le train pour Paris. J'ai ouvert la petite boîte en lac une dernière fois. La photo de Charlotte enfant me regardait. « Tu voulais Paris, ma chérie. Eh bien, moi aussi. » J'ai refermé la boîte et je l'ai glissée dans mon sac. Puis je me suis couchée. Demain commencerait ma nouvelle vie. Et Charlotte découvrirait bientôt ce qu'elle avait perdu. Le lendemain matin, à 7 heures précises, les déménageurs sont arrivés devant la maison. J'ai ouvert la porte une dernière fois. J'ai regardé le salon vide, les murs nus, les traces sur le parquet. « Au revoir », j'ai dit à voix haute. Puis j'ai fermé la porte. J'ai laissé les clés dans la boîte aux lettres, comme convenu avec les nouveaux propriétaires. Et je suis partie. Dans le train pour Paris, j'ai regardé Lyon disparaître par la fenêtre. Les toits orangés, les collines, la Saône qui serpentait dans la ville. Tout s'éloignait, tout devenait petit. Puis, plus rien. 3 heures plus tard, je suis arrivée à Paris. Mon nouvel appartement m'attendait. Petit, lumineux, vide, prêt à accueillir une nouvelle Geneviève. Une Geneviève qui ne se laisserait plus jamais dépouiller. Charlotte ne savait rien encore. Elle vivait sa belle vie, à quelques kilomètres de moi, sans se douter de rien. Mais bientôt, très bientôt, elle retournerait à Lyon. Elle frapperait à la porte de la maison, et elle verrait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. Quelque chose qui changerait tout. Pendant 3 semaines, j'ai vécu à Paris dans le silence. Un silence choisi, voulu, réparateur. J'ai meublé mon petit appartement du Marais avec des choses simples. Un canapé beige, une table en bois clair, des chaises confortables, rien d'ancien, rien qui me rappelait Lyon. Tout était nouveau, tout était à moi. Je me levais le matin et j'ouvrais les fenêtres. L'air frais de Paris entrait dans mon salon. J'entendais les bruits de la rue, les voix des voisins, les cloches d'une église lointaine. Je me préparais un café. Je m'asseyais près de la fenêtre. Je regardais la cour pavée en bas et je respirais, vraiment. Pour la première fois depuis des mois, je respirais sans avoir mal. Charlotte m'avait appelé 2 fois pendant ces 3 semaines. Je n'avais pas répondu. Elle avait laissé des messages. Le premier était agacé. « Maman, c'est quoi ce délire? Pourquoi tu ne réponds plus? Rappelle-moi. » Le deuxième était plus sec. « Bon, tu boudes? C'est ça? Tu es fâchée parce que je t'ai demandé de l'aide? Franchement, maman, tu es ridicule. » Je les avais écoutés sans rien ressentir. Ni tristesse, ni colère. Juste du vide. Un vide apaisant. Puis, un matin de décembre, tout a basculé. Il était 9 heures. Je lisais un livre près de la fenêtre, une tasse de thé à la main. Mon téléphone a sonné. Charlotte. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. « Allô ?» Un silence. Puis sa voix, différente, tremblante. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Mon cœur s'est serré. « Bonjour Charlotte. Ne me dis pas bonjour. Réponds-moi. Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était aiguë, presque hystérique. « Je ne comprends pas de quoi tu parles, ma chérie. Ne me prends pas pour une idiote. Je suis devant la maison. Il y a une pancarte vendue. » Ah, elle savait. J'ai fermé les yeux un instant. « Charlotte, calme-toi. On peut en parler calmement. » Calmement. Tu veux que je me calme? Maman, tu as vendu la maison, notre maison.
C'était ma maison, Charlotte, pas la tienne. Un silence. Puis elle a explosé. Comment tu peux dire ça? J'y ai grandi. C'est la maison de mon enfance. Tu n'avais pas le droit. Sa voix résonnait dans le téléphone. Je l'entendais presque crier dans la rue de Lyon. J'ai pris une grande inspiration. Charlotte, j'avais tous les droits. C'était ma propriété. Je pouvais en faire ce que je voulais. Mais, tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as pas prévenu. Tu ne m'as pas prévenu non plus quand tu as emporté mes meubles. Un nouveau silence. C'est différent. Elle a bégayé. En quoi? Les meubles. On en avait besoin. On te l'avait expliqué. Tu étais d'accord. Étais-je vraiment d'accord, Charlotte? Ou m'as-tu forcé la main? Elle a éclaté en sanglots. Des sanglots de colère, pas de tristesse. Comment tu as pu me faire ça? Comment? Je suis ta fille. Justement, tu es ma fille. Pas ma créancière. Pas mon ennemi. Ma fille. Je ne comprends pas. Je sais. C'est bien le problème. Mathieu a pris le téléphone. Sa voix était froide, contrôlée, menaçante. Geneviève, c'est moi. On va régler ce problème comme des adultes. Où êtes-vous? Je ne suis plus à Lyon. Où êtes-vous? Il a répété, plus fort. Cela ne vous regarde pas. Bien sûr que si. Cette maison, vous ne pouvez pas la vendre comme ça. On va contester la vente. On va voir un avocat. J'ai souri. Un sourire triste. Mathieu, vous êtes avocat vous-même. Vous savez très bien que vous ne pouvez rien faire. Cette maison était à mon nom. Uniquement à mon nom. J'étais libre de la vendre. Mais c'est immoral. Immoral? Vraiment? C'est vous qui me parlez de morale? Il n'a rien répondu. Charlotte a repris le téléphone. Elle pleurait toujours. Maman, pourquoi tu nous fais ça? Charlotte, assieds-toi quelque part. Écoute-moi. Je ne veux pas m'asseoir. Je veux que tu me dises que c'est une erreur, que tu vas annuler la vente, que... Charlotte, s'il te plaît, écoute-moi. Elle s'est tue. Enfin. Tu m'as demandé 15 000 euros. Je te les ai donnés. Tu m'as demandé 10 000 euros. Je te les ai donnés. Tu as emporté mes meubles qui valaient plus de 20 000 euros. Je t'ai laissé faire. Mais j'avais besoin aussi, Charlotte. J'avais besoin de ma fille. J'avais besoin qu'elle me demande comment j'allais. J'avais besoin qu'elle me remercie. J'avais besoin qu'elle me voie. Ma voix tremblait maintenant. Pendant 1 mois, tu ne m'as pas appelé. Pas une seule fois. Tu postais des photos de ta belle vie à Paris, avec mes meubles, avec mon argent. Et moi, j'étais seule dans ma maison vide, assise sur une chaise pliante. Maman, non, laisse-moi finir. Quand tu m'as enfin appelé, ce n'était pas pour prendre de mes nouvelles. C'était pour demander encore de l'argent. Je ne savais pas, tu ne savais pas parce que tu ne regardais pas. Tu ne voyais que toi, tes besoins, tes envies, ta belle vie parisienne. Elle sanglotait maintenant, vraiment. Maman, pardon, Charlotte, j'ai vendu cette maison parce que je ne pouvais plus y vivre. Elle était vide. Comme ma vie était vide. J'avais besoin de recommencer. Mais, où tu vas vivre? J'ai un appartement. Où? J'ai hésité. À Paris. Un silence stupéfait. À Paris? Tu es à Paris? Oui. Depuis quand? 3 semaines. Elle a explosé à nouveau. 3 semaines. Tu es à Paris depuis 3 semaines et tu ne m'as rien dit? Pourquoi te l'aurais-je dit? Tu ne me parlais pas. C'est différent. Non, Charlotte, ce n'est pas différent. C'est exactement la même chose. Mathieu a repris le téléphone. Geneviève, vous réalisez ce que vous avez fait? Vous avez vendu l'héritage de votre fille. Je n'ai rien vendu qui lui appartenait. J'ai vendu ce qui m'appartenait. Mais cet argent est à moi. Je ferai ce que je veux avec. Vous êtes égoïste et cruel. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Mais je ne les ai pas laissées couler. Mathieu, vous m'avez pris 45 000 euros. Mes meubles, ma dignité. Et maintenant, vous m'accusez d'être égoïste? On ne vous a rien pris. Vous avez donné. Donner implique le choix. Vous m'avez forcé. Ce n'est pas la même chose. Charlotte a repris le téléphone. Sa voix était brisée. Maman, s'il te plaît, dis-moi où tu habites. Je veux te voir. On doit parler. Non. Comment ça, non? Je ne veux pas te voir, Charlotte. Pas maintenant. Mais je suis ta fille et j'étais ta mère. Mais tu as oublié ce que cela signifiait. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je me suis assise sur mon canapé neuf et j'ai pleuré. Longtemps. Mais cette fois, mes larmes étaient différentes. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de libération. Pendant les jours suivants, Charlotte a appelé sans arrêt. 10 fois, 20 fois, 30 fois. Elle laissait des messages. D'abord, c'était de la colère. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Rappelle-moi. Puis, c'était de la supplication. Maman, s'il te plaît, on doit parler. Je ne comprends pas. Puis, c'était de la manipulation. Tu sais que papa aurait été déçu de toi? Il aurait voulu que tu m'aides, lui. Ce dernier message m'a fait mal. Parler de son père, mon mari.
l'homme que j'avais aimé. Comment osait-elle? Puis, un soir, elle a laissé un message différent. Sa voix était calme, presque douce. Maman, j'ai beaucoup réfléchi. Tu as raison. J'ai été égoïste. J'ai été aveugle. Je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas écouté. Je suis désolée. Vraiment désolée. S'il te plaît, dis-moi où tu habites. Je veux qu'on se parle. En face. Comme une mère et une fille doivent le faire. J'ai écouté ce message 5 fois. Et chaque fois je me demandais, est-ce sincère ou est-ce encore une manipulation? Voulait-elle vraiment me parler? Ou voulait-elle simplement récupérer quelque chose? Je ne savais pas. Et c'était justement le problème. Je ne pouvais plus faire confiance à ma propre fille. Une semaine après leur découverte, j'ai reçu une lettre, une enveloppe épaisse, manuscrite. L'écriture de Charlotte. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Chère maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu l'ouvriras. Mais je dois essayer. J'ai compris. J'ai enfin compris. Quand j'ai vu cette pancarte vendue devant la maison, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je suis restée là, debout, à regarder cette maison où j'ai grandi. Cette maison où papa me lisait des histoires. Cette maison où tu me consolais quand j'avais du chagrin. Et j'ai réalisé quelque chose de terrible. Je n'ai jamais pensé que tu pourrais partir. Je pensais que tu serais toujours là, dans cette maison, à m'attendre, à me pardonner, à me donner. Je pensais que c'était normal, que c'était ce que font les mères. Mais j'avais tort. Maman, je suis désolée. Désolée de t'avoir pris ton argent comme si c'était un dû. Désolée d'avoir emporté tes meubles sans penser à ce qu'ils représentaient pour toi. Désolée de ne pas t'avoir appelé pendant 1 mois. Désolée de t'avoir traité comme un distributeur automatique et non comme une personne. Désolée d'avoir été la fille que je suis devenue. Papa me manque terriblement ces jours-ci. Je me demande ce qu'il dirait s'il me voyait. Je crois qu'il serait déçu, très déçu. Il m'a toujours dit « Charlotte, ta mère est la femme la plus forte que je connaisse. Mais même les femmes fortes ont besoin qu'on prenne soin d'elles. Et moi, je n'ai pas pris soin de toi. Je t'ai brisé. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je sais que ça prendra du temps, peut-être beaucoup de temps. Peut-être que tu ne me pardonneras jamais. Mais s'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. Dis-moi où tu habites, pas pour venir te demander quelque chose, juste pour savoir que tu existes quelque part, que tu respires, que tu vas mieux. Parce que sans toi, je me sens perdue. Ta fille qui t'aime, Charlotte. J'ai relu cette lettre plusieurs fois. Les larmes coulaient sur mes joues. Était-ce sincère? Avait-elle vraiment compris? Je ne savais pas. Et c'était ça, le plus douloureux. Ne plus pouvoir croire les mots de sa propre fille. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Ce soir-là, j'ai ouvert la petite boîte en lac. J'ai sorti la photo de Charlotte enfant, ses grands yeux innocents, son sourire sans calcul. « Qui es-tu devenue, ma petite fille ?» j'ai murmuré. Puis j'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à écrire. Une réponse, pas pour lui pardonner, pas encore, mais pour lui dire la vérité. Une vérité qu'elle devait entendre. « Ma chère Charlotte, j'ai reçu ta lettre. Je l'ai lue plusieurs fois. Tes mots sont beaux, tes excuses semblent sincères. Mais les mots, ma chérie, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de changer, de vraiment changer. Tu dis que tu as compris, peut-être, ou peut-être que tu as seulement compris que tu as perdu quelque chose. La maison, l'héritage, la sécurité. Mais as-tu vraiment compris que tu m'as perdu? Moi, pas la maison, pas l'argent, moi. Ta mère, pendant des mois, j'ai attendu. J'attendais que tu m'appelles pour me demander comment j'allais. J'attendais que tu remarques que ma maison était vide. J'attendais que tu me voies, mais tu ne voyais que toi. Alors oui, j'ai vendu la maison. Oui, je suis partie. Oui, je vis à Paris maintenant. Mais je ne te dirai pas où. Pas encore. Parce que j'ai besoin de temps, de distance, de guérir. Tu veux savoir si je vais bien? Oui, Charlotte, je vais bien. Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. J'ai un petit appartement lumineux. Je lis, je me promène, je respire, je revis. Un jour, peut-être, nous nous reverrons. Quand tu auras vraiment changé. Quand tu auras compris que l'amour ne se mesure pas en euros. Quand tu seras redevenue la petite fille qui me serrait dans ses bras sans rien attendre en retour. Ce jour-là, je t'ouvrirai ma porte. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Je t'aime, Charlotte. Je t'aimerai toujours. Mais je dois d'abord m'aimer moi-même. Ta mère, Geneviève. J'ai plié la lettre. Je l'ai mise dans une enveloppe. J'ai écrit l'adresse de Charlotte à Paris, pas celle de Lyon. Paris. Je savais qu'elle était rentrée. Le lendemain, je suis allée la poster. En marchant dans les rues du Marais, sous le ciel gris de décembre, j'ai senti quelque chose d'étrange, de la légèreté. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais légère. Charlotte recevrait ma lettre dans quelques jours. Elle la lirait, elle pleurerait peut-être, ou elle se mettrait en colère, je ne savais pas. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais dit ma vérité. Maintenant,
C'était à elle de décider. Est-ce qu'elle changerait vraiment? Ou est-ce qu'elle continuerait à ne penser qu'à elle? Le temps le dirait. Le temps dit toujours tout. 3 jours après avoir posté ma lettre, je marchais dans le Marais. C'était un matin froid de décembre. Le ciel était d'un bleu pâle. Les vitrines des boutiques scintillaient de décorations de Noël. J'aimais me promener dans ce quartier. Les rues étroites, les cafés chaleureux, les librairies anciennes où je pouvais passer des heures à feuilleter des livres. J'avais trouvé mon rythme à Paris, mes habitudes, ma paix. Chaque matin, je prenais mon café à la terrasse du Café des Archives. Puis je marchais jusqu'au jardin des Vosges. Je m'asseyais sur un banc et je regardais les enfants jouer. C'était simple, c'était tranquille. C'était ma vie maintenant. Ce matin-là, j'étais assise à ma place habituelle au café. Un cappuccino fumant devant moi, un livre ouvert sur la table. Le soleil d'hiver entrait par les grandes fenêtres. Il faisait bon. Puis j'ai entendu une voix. « Maman !» Mon cœur s'est arrêté. J'ai levé les yeux lentement. Et là, devant moi, se tenait Charlotte. Elle portait un long manteau beige. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Son visage était pâle, fatigué. Elle avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré toute la nuit. « Maman !» elle a répété d'une voix brisée. Je n'ai rien dit. Je la regardais, incapable de bouger. Comment m'avait-elle trouvée? Elle s'est approchée lentement, comme si elle avait peur que je m'enfuis. « Je peux m'asseoir ?» J'ai hoché la tête, encore sous le choc. Elle s'est assise en face de moi. Ses mains tremblaient. « Comment tu m'as trouvée ?» J'ai demandé doucement. Elle a baissé les yeux. « J'ai reçu ta lettre. Tu as mis l'adresse de retour sur l'enveloppe. Le quartier, au moins. Alors je suis venue. Tous les matins, je marchais, je cherchais, je regardais dans les cafés. » Elle a relevé les yeux vers moi. « Et ce matin, je t'ai vue, là, par la fenêtre. » Un silence. « 3 jours, elle a murmuré. 3 jours que je te cherche. » Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait me lever et partir. Une autre partie voulait la prendre dans mes bras. Je suis restée assise, immobile. Le serveur est venu. « Vous désirez quelque chose, mademoiselle ?» Charlotte a secoué la tête. « Non, merci. » Il est reparti. « Maman, j'ai lu ta lettre. Plusieurs fois. » Elle a sorti une enveloppe froissée de son sac. « Ma lettre. Tu as raison. Surtout, j'ai été horrible, égoïste, aveugle. » Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Je ne sais pas comment j'en suis arrivée là. Je ne sais pas comment je suis devenue cette personne. Je l'ai regardée pleurer. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de la consoler. « Charlotte, » j'ai dit calmement, « qu'est-ce que tu veux ?» Elle a sursauté, comme si je l'avais giflée. « Qu'est-ce que je veux ?»« Oui, pourquoi es-tu venue ? Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Elle a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. « Je veux juste que tu me pardonnes. »« Pourquoi ?» Elle m'a regardée confuse. « Comment ça, pourquoi ? Parce que tu es ma mère. »« Parce que je t'aime. »« Tu m'aimes ?» j'ai répété doucement. « Bien sûr que je t'aime. Vraiment ? Ou tu aimes ce que je représente ? La sécurité, l'argent, la maison qui aurait dû te revenir un jour ?» Elle a secoué la tête violemment. « Non, non, ce n'est pas ça. Alors pourquoi, Charlotte ? Pourquoi pendant 1 mois tu ne m'as pas appelée ? Pourquoi quand tu m'as enfin appelée, c'était pour me demander de l'argent ?» Ma voix restait calme, mais chaque mot était une lame. Je ne sais pas. J'étais tellement prise par ma nouvelle vie, par Paris, par l'appartement. Elle s'est arrêtée. Elle a compris. J'étais égoïste. Elle a murmuré. Oui. Un long silence s'est installé entre nous. Autour de nous, le café continuait à vivre. Les gens riaient, commandaient, parlaient. Mais à notre table, il n'y avait que du silence. « Maman, dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi comment je peux réparer. » J'ai pris une gorgée de mon cappuccino. Froid, maintenant. « Tu ne peux pas réparer, Charlotte. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne peux pas réparer ce qui est cassé. Tu peux seulement construire quelque chose de nouveau. » Elle m'a regardée, les yeux brillants de larmes. « Alors laisse-moi construire. S'il te plaît, donne-moi une chance. » « Une chance de quoi ? D'être la fille que tu mérites. » Ces mots, ces simples mots, ils m'ont touchée plus que je ne voulais l'admettre. « Charlotte, s'il te plaît, maman. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que j'ai tout gâché. Mais laisse-moi essayer. » Elle a tendu sa main vers moi sur la table. Je l'ai regardée. Cette main, qui avait été si petite dans la mienne autrefois. J'ai mis ma main dans la sienne. Elle a serré fort, trop fort. « Merci », elle a murmuré. « Merci », mais j'ai retiré ma main doucement. « Charlotte, écoute-moi bien. » Elle a levé les yeux vers moi, pleine d'espoir. « Je ne te dis pas non, mais je ne te dis pas oui non plus. » L'espoir dans ses yeux a vacillé. « J'ai besoin de temps, » j'ai continué. « Beaucoup de temps, pour guérir, pour te faire confiance à nouveau. » Combien de temps ? Je ne sais pas. Des semaines, des mois, peut-être plus. Elle a baissé la tête. « Je comprends. » « Est-ce que tu comprends vraiment ?» Elle a relevé les yeux. Je crois. Charlotte, pendant des années,
J'ai été là pour toi. Toujours. Quoi qu'il arrive. Quand tu avais besoin de quelque chose, je donnais. Quand tu avais mal, je consolais. Quand tu tombais, je te relevais. Elle a hoché la tête, les larmes coulant silencieusement. Mais toi, où étais-tu quand j'avais mal? Quand j'étais seule dans ma maison vide? Quand je pleurais sur ma chaise pliante? Maman, nulle part. Tu n'étais nulle part. Je suis désolée. Je sais que tu es désolée. Mais être désolée ne suffit pas. Elle a essuyé ses larmes. Alors dis-moi ce que je dois faire, s'il te plaît. J'ai pris une grande inspiration. Vis ta vie, Charlotte. Fais ton chemin. Réfléchis. Grandis. Deviens la personne que tu veux être. Mais, et nous? Et toi? Moi, je vivrai ma vie aussi. Ici, à Paris, dans mon petit appartement. Est-ce que je peux te voir, de temps en temps? J'ai hésité. Pas tout de suite. Elle a pâli. Quand alors? Quand je serai prête. Un long silence. Charlotte pleurait maintenant sans retenue. Ses épaules tremblaient. J'ai tellement peur, maman. Peur de quoi? Peur de te perdre, pour toujours. J'ai senti mon cœur se serrer. Mais je suis restée forte. Tu ne me perdras pas pour toujours, Charlotte. Mais tu as besoin de comprendre quelque chose. Elle m'a regardée à travers ses larmes. Quoi? Les mères ne sont pas immortelles. Nous ne sommes pas des sources infinies. Nous avons des limites, des besoins, des blessures. Je me suis penchée vers elle. Et parfois, il est trop tard. Non, elle a murmuré. Ne dis pas ça. Charlotte, ton père est mort il y a 10 ans. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal? Elle a secoué la tête. C'est que je n'ai jamais pu lui dire tout ce que je voulais lui dire. Il est parti trop vite, et j'ai vécu avec ce regret pendant des années. Ne laisse pas ça t'arriver avec moi, j'ai continué. Ne laisse pas ta vie passer en pensant que je serai toujours là, que tu auras toujours le temps, que tu pourras toujours réparer. Charlotte pleurait si fort maintenant que des gens commençaient à nous regarder. Je ne veux pas te perdre, elle a répété. Alors change, vraiment, pas seulement avec des mots, avec des actes. Comment? Ça, ma chérie, c'est à toi de le découvrir. Je me suis levée lentement. Charlotte s'est levée aussi, paniquée. Tu pars? Oui. Quand est-ce que je te reverrai? Je ne sais pas. Mais ton adresse? Ton numéro? Tu as mon numéro, tu l'as toujours eu. Et ton adresse? Non, pas encore. Elle a essayé de retenir ses sanglots. S'il te plaît, maman, ne pars pas comme ça. Charlotte, il faut que je parte, pour moi, pour nous deux. J'ai posé de l'argent sur la table pour payer mon café. Puis je me suis tournée vers elle une dernière fois. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Elle a levé vers moi des yeux pleins d'espoir. Quoi? N'importe quoi. Dis-moi, appelle-moi. Pas pour demander quelque chose, pas parce que tu as besoin de moi, juste pour me demander comment je vais, comment je me sens, ce que je fais de mes journées. Je me suis approchée d'elle. Vois-moi, Charlotte, pas comme ta mère, pas comme une personne qui te doit quelque chose, mais comme un être humain, avec un cœur, qui peut se briser. J'ai touché doucement sa joue. Elle a fermé les yeux. De nouvelles larmes ont coulé. Je vais essayer, maman. Je te le promets. N'essaie pas. Fais-le. Puis je suis partie. Je suis sortie du café sans me retourner. Charlotte est restée là, debout, seule. En marchant dans les rues du Marais, je pleurais aussi. Parce que confronter sa fille, c'est comme s'arracher le cœur. Parce que dire non à son enfant, c'est aller contre tout ce que la nature nous dicte. Parce que mettre des limites, c'est accepter qu'on peut perdre. Mais c'était nécessaire. Pour elle, pour moi, pour nous. Ce soir-là, assise dans mon appartement, j'ai ouvert la petite boîte en lac. J'ai regardé la photo de Charlotte enfant. J'espère que tu comprendras un jour, j'ai murmuré. J'espère que tu grandiras, que tu deviendras la femme que tu es censée être. Puis j'ai fermé la boîte et j'ai attendu. Attendu de voir si Charlotte tiendrait sa promesse. Attendu de voir si le temps lui apprendrait ce que mes mots n'avaient pas pu lui apprendre. 2 jours ont passé, puis 3, puis 1 semaine. Charlotte ne m'a pas appelé. Au début, j'étais triste. Puis j'ai été en colère. Encore, je me disais. Elle n'a encore rien compris. Mais le 10e jour, mon téléphone a sonné. Charlotte, j'ai hésité. Puis j'ai décroché. Allô? Maman, bonjour. Sa voix était différente, calme, douce. Bonjour Charlotte. Je ne veux rien. Je t'appelle juste pour savoir comment tu vas. Mon cœur s'est serré. Je vais bien, ma chérie. Et toi? Ça va. Enfin, j'essaie. Nous avons parlé. 10 minutes. Pas d'argent. Pas de demande. Pas de reproches. Juste une mère et sa fille qui se parlaient. Vraiment. Maman, je peux te rappeler? Dans quelques jours? Oui, merci. Elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone contre mon oreille, les larmes coulant sur mes joues. Était-ce un début? Un vrai début? Je ne savais pas. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais espoir. Un petit espoir. Fragile. Précieux. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans leur bel appartement parisien, quelque chose d'autre était en train de se passer. Quelque chose que Charlotte ne me raconterait que bien plus tard.
quelque chose qui changerait tout. Mathieu rentrait de plus en plus tard le soir. Il était distant, froid. Il répondait à peine quand Charlotte lui parlait. Un soir, elle a trouvé des papiers sur son bureau. Des papiers qu'il avait oublié de ranger. Des factures, des relevés bancaires, des dettes, beaucoup de dettes. Le cabinet de Mathieu n'allait pas bien. En fait, il n'allait pas bien du tout. Il avait des problèmes graves, des clients qui ne payaient pas, des associés qui partaient, des procès qui s'accumulaient. Et tout l'argent qu'ils avaient pris à Geneviève, tout cet argent, il avait servi à boucher les trous, pas à construire une belle vie, à cacher une ruine. Charlotte avait cru vivre un rêve. Elle découvrait qu'elle vivait sur du sable, et que le sable commençait à se dérober sous ses pieds. Mais je ne savais rien de tout cela encore. Je vivais ma vie tranquille à Paris. Je marchais, je lisais, je respirais, et attendais que la vie fasse ce qu'elle fait toujours, rendre justice, à sa manière, au bon moment. Après cet appel, quelque chose a changé, pas brutalement, pas spectaculairement, mais lentement, doucement, comme une fleur qui s'ouvre, pétale par pétale. Charlotte a commencé à m'appeler régulièrement. Au début, c'était 1 fois par semaine, puis 2 fois, puis tous les 2 jours. Et ce n'étaient pas des appels pour demander quelque chose, c'était de vraies conversations. « Maman, comment s'est passée ta journée ? Maman, tu as bien dormi ? Maman, j'ai pensé à toi ce matin en passant devant une boulangerie. Tu te souviens de celle près de la maison à Lyon où tu achetais des croissants le dimanche ? » Ces petites questions, ces petites attentions, elles me touchaient plus que je ne voulais l'admettre. Un jour, elle m'a appelée et sa voix était différente, fatiguée, fragile. « Maman, je peux te parler ? » « Bien sûr, ma chérie, je t'écoute. » Elle a pris une grande inspiration. « Les choses ne vont pas bien avec Mathieu. » Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas par où commencer. Elle m'a raconté les retours tardifs, les silences, la distance, et puis les papiers qu'elle avait trouvés, les dettes, les problèmes au cabinet, les mensonges, tout l'argent qu'on t'a pris, maman. Il n'a pas servi à construire notre vie, il a servi à boucher les trous de ses erreurs. Sa voix tremblait. Je me sens tellement idiote, tellement aveugle. J'aurais pu dire « je te l'avais dit », j'aurais pu dire « tu vois ce qui arrive quand on vole sa propre mère », j'aurais pu être cruelle, mais je ne l'ai pas été. Charlotte, je suis désolée. Pourquoi tu es désolée ? C'est moi qui devrais. Je suis désolée parce que tu souffres. Et même après tout ce qui s'est passé, tu restes ma fille. Elle a éclaté en sanglots. Maman, je ne sais pas quoi faire. Et que dit Mathieu ? Il ne dit rien. Il rentre tard. Il dort sur le canapé. Il m'évite. Un silence. Maman, j'ai l'impression que tout s'effondre. L'appartement, le couple, la vie qu'on voulait construire, tout. Les choses construites sur du sable finissent toujours par s'effondrer, ma chérie. Tu me détestes, n'est-ce pas ? Non, Charlotte, je ne te déteste pas. Je ne t'ai jamais détestée. Mais, après ce que je t'ai fait, tu m'as fait mal, très mal. Mais tu es ma fille. On ne déteste pas son enfant. Elle pleurait toujours. Est-ce que je peux venir te voir ? S'il te plaît, j'ai tellement besoin de toi. J'ai fermé les yeux. Toute ma vie, j'avais dit oui à cette phrase. J'ai besoin de toi, maman. Mais cette fois, j'ai hésité. Charlotte, s'il te plaît, juste un café. Comme l'autre fois, je ne te demanderai rien. Je veux juste te voir. J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement. Le ciel était gris. Il allait pleuvoir. D'accord, demain, 15 heures, au même café. Merci, maman, merci. Le lendemain, j'étais assise à ma place habituelle au café des Archives. 15 heures moins 5. J'avais les mains serrées autour de ma tasse de thé. J'étais nerveuse. Charlotte est arrivée pile à l'heure. Elle portait un simple pull noir et un jean. Pas de maquillage, les cheveux détachés. Elle avait l'air jeune, vulnérable. Elle ressemblait à la Charlotte d'avant. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Elle s'est assise en face de moi. Le serveur est venu. Un thé, s'il vous plaît, elle a dit doucement. Nous sommes restées silencieuses un moment. Pas un silence gênant, un silence doux, apaisant. Merci d'être venue, j'ai dit finalement. Merci de m'avoir accepté. Son thé est arrivé. Elle l'a pris entre ses mains, comme pour se réchauffer. Maman, je voulais te dire quelque chose. Je t'écoute. Ces dernières semaines, depuis qu'on s'est vus ici la première fois, j'ai beaucoup réfléchi. Elle a levé les yeux vers moi. J'ai réfléchi à qui j'étais devenue, à comment je t'ai traité, à tout ce que j'ai fait de mal. Et tu sais ce qui m'a fait le plus mal ? Quoi ? Ce n'est pas d'avoir perdu la maison, ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas les problèmes avec Mathieu. Elle a pris une grande inspiration. C'est d'avoir réalisé que j'étais devenue quelqu'un que papa n'aurait pas reconnu. Les larmes me sont montées aux yeux. Papa m'a toujours dit que l'élégance, ce n'est pas ce qu'on porte ou ce qu'on possède. C'est comment on traite les autres. Elle a essuyé une larme. Et moi, je t'ai traitée comme une étrangère.
Pire qu'une étrangère. Charlotte, non, laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai hoché la tête. J'ai passé toutes ces années à courir après quelque chose. Le succès, l'argent, le statut, l'appartement parfait à Paris. Elle a regardé par la fenêtre. Mais je n'ai jamais demandé si c'était vraiment ce que je voulais, ou si c'était juste ce que Mathieu voulait. Mathieu avait de grands rêves, de grandes ambitions. Et moi, je me suis laissée emporter. Qu'est-ce que tu voulais, toi? Elle m'a regardée, surprise. Personne ne m'a jamais posé cette question. Alors, je te la pose. Elle a fermé les yeux. Je voulais juste être heureuse, avoir une famille, des enfants peut-être, une vie simple. Une larme a coulé sur sa joue. Mais Mathieu disait toujours que ce n'était pas assez, qu'on devait viser plus haut, être ambitieux, réussir. Et toi, tu l'as écouté? Oui, et j'ai oublié qui j'étais. Je lui ai pris la main par-dessus la table. Il n'est jamais trop tard pour se souvenir. Elle a serré ma main, fort. Tu crois? J'en suis certaine. Nous avons parlé pendant 2 heures. De tout, de rien, de son enfance, de son père, de Lyon, de ce qu'elle aimait faire avant de rencontrer Mathieu. La peinture, la lecture, les longues promenades. Je ne fais plus rien de tout ça, elle a dit tristement. Pourquoi? Mathieu dit que ce sont des hobbies inutiles, que je devrais me concentrer sur des choses plus importantes. Charlotte, écoute-moi bien. Elle a levé les yeux vers moi. Rien de ce qui te rend heureuse n'est inutile. Ces mots ont semblé la toucher profondément. Elle a baissé la tête et pleuré doucement. Comment j'ai pu tout gâcher à ce point? On ne gâche rien tant qu'on peut encore changer. Quand nous nous sommes quittés ce jour-là, Charlotte m'a serré dans ses bras, longuement. Merci, maman. De quoi? De ne pas m'avoir abandonnée, même quand je le méritais. Je l'ai regardée partir dans la rue, et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose, de l'espoir. Un vrai espoir. Les semaines ont passé. Décembre s'est transformé en janvier. Paris était froid, gris, mais beau. Charlotte et moi nous voyions maintenant 1 fois par semaine, toujours au même café, toujours pour parler, juste parler. Elle me racontait sa vie, ses doutes, ses peurs. Mathieu et moi, on ne se parle presque plus. On vit dans le même appartement, mais on est comme 2 étrangers. Tu lui as parlé? J'ai essayé. Il ne veut rien entendre. Il dit que tout va bien, que je m'inquiète pour rien. Mais les dettes? Il dit qu'il gère, mais je ne le crois pas. Elle a soupiré. L'autre jour, j'ai reçu un appel d'un huissier. Il cherche Mathieu. Il y a des impayés, des factures non réglées. Charlotte, tu dois prendre des décisions. Quelles décisions? Des décisions pour toi, pas pour lui, pour toi. Elle m'a regardé longtemps. Tu penses que je devrais le quitter? Je pense que tu devrais te demander si tu es heureuse, si tu veux continuer à vivre comme ça. Un silence. Non, elle a murmuré. Non, je ne suis pas heureuse. Alors tu as ta réponse. Fin janvier, Charlotte m'a appelé un soir. Il était presque minuit. Sa voix était paniquée. Maman, tu peux venir, s'il te plaît? Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce qui se passe? Mathieu, il est parti. Il a pris ses affaires et il est parti. Il a laissé une lettre. Elle sanglotait. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, viens. J'ai hésité. Aller chez elle, c'était entrer dans sa vie, dans ses problèmes. C'était risquer de me faire aspirer à nouveau. Mais c'était aussi ma fille qui avait besoin de moi. Donne-moi ton adresse. 30 minutes plus tard, j'étais devant son immeuble dans le 7e arrondissement. Un bel immeuble haussmannien, élégant, cher. J'ai sonné. Charlotte m'a ouvert. Elle avait les yeux rouges, le visage gonflé. Maman, elle s'est jetée dans mes bras. J'ai caressé ses cheveux, comme quand elle était petite. Chut, ça va aller. Nous sommes entrés dans l'appartement. Et là, j'ai vu mon canapé, ma table, mes chaises, le buffet en noyer, tous mes meubles, dans leur salon. Ça m'a fait bizarre, un pincement au cœur, mais pas de colère. Plus maintenant. Viens, assieds-toi, j'ai dit doucement. Nous nous sommes assises sur mon ancien canapé. Charlotte tenait une lettre froissée dans ses mains. Qu'est-ce qu'il dit? Elle m'a tendu la lettre. Je l'ai lue. Charlotte, je pars. Je ne peux plus continuer comme ça. Le cabinet est fini. Les dettes sont trop importantes. J'ai tout perdu. Je dois partir avant que les choses empirent, avant qu'ils viennent saisir l'appartement. Je suis désolée. Je t'aime, mais je ne peux pas t'entraîner dans ma chute. Mathieu, j'ai replié la lettre lentement. Il est parti en te laissant avec ses dettes? Charlotte a hoché la tête, pleurant silencieusement. L'appartement est à son nom, les factures aussi. Tout est à son nom. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que je n'ai rien. L'appartement va être saisi. Je vais devoir partir. Elle m'a regardée, les yeux pleins de terreur. Maman, je n'ai nulle part où aller. Mon cœur s'est serré. Ma fille, perdue, seule, sans rien. J'aurais pu dire, c'est ce qui arrive quand on construit sa vie sur le mensonge. J'aurais pu dire, tu récoltes ce que tu as semé.
J'aurais pu être dure, mais en la regardant, effondrée sur ce canapé qui avait été le mien, je n'ai vu qu'une chose, ma petite fille, qui avait besoin de sa mère. Charlotte, regarde-moi. Elle a levé ses yeux rougis vers moi. Tu as un endroit où aller. Où? Chez moi? Elle a ouvert grand les yeux. Quoi? Mon appartement est petit, mais il y a un canapé-lit dans le salon. Tu peux venir, le temps de te remettre sur pied. Maman, tu es sérieuse? Oui, mais après tout ce que je t'ai fait, Charlotte, j'ai mis des limites. J'ai dit non. J'ai pris ma distance. Tout ça était nécessaire. J'ai pris sa main. Mais je reste ta mère, et les mères ne laissent pas leurs enfants dans la rue. Elle s'est effondrée dans mes bras en pleurant. Merci, maman, merci. Mais il y a des conditions. Elle s'est redressée, essuyant ses larmes. Lesquelles? Tu cherches un travail, tu deviens indépendante, tu reconstruis ta vie, je te le promets. Et plus important encore, je l'ai regardée droit dans les yeux. Tu n'oublies plus jamais qui tu es. Elle a hoché la tête, les larmes coulant toujours. Je ne l'oublierai plus, jamais. Cette nuit-là, j'ai aidé Charlotte à faire ses valises. Nous avons emballé ses vêtements, ses livres, ses quelques affaires personnelles. En rangeant, elle est tombée sur une vieille boîte. Qu'est-ce que c'est? Elle l'a ouverte. À l'intérieur, des photos, de vieilles photos. Charlotte enfant avec son père. Charlotte adolescente devant la maison de Lyon. Charlotte et moi, bras dessus, bras dessous, souriant à l'objectif. Regarde, maman, comme on avait l'air heureuse. J'ai regardé la photo. Oui, nous étions heureuses. On peut retrouver ça, j'ai dit doucement. Tu crois? J'en suis sûre. À 3 heures du matin, nous avons fermé la porte de l'appartement. Charlotte a regardé une dernière fois autour d'elle. Adieu, elle a murmuré. Nous avons pris un taxi jusqu'à mon appartement. Charlotte était silencieuse, épuisée, brisée. En arrivant, je lui ai montré le canapé-lit. C'est petit, mais c'est propre. Et c'est chez toi maintenant. Elle m'a regardée avec des yeux pleins de reconnaissance. Merci, maman, pour tout. Cette nuit-là, je me suis couchée dans ma chambre. J'ai ouvert la petite boîte en lac. J'ai sorti la photo de Charlotte enfant. La vie tourne, ma petite fille, j'ai murmuré. Elle tourne toujours. Et en m'endormant, une pensée étrange m'a traversée. Mathieu était parti. La belle vie s'était effondrée. Les mensonges avaient été révélés. La vie avait fait son travail. Lentement, patiemment, inexorablement. Elle avait rendu justice, à sa manière. Et maintenant, Charlotte était là, chez moi, sans rien. Mais peut-être avec une chance de recommencer. Vraiment. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. Charlotte dormait encore sur le canapé-lit. Je l'ai regardée dormir un instant. Son visage était paisible, comme celui d'un enfant. J'ai préparé du café. Quand Charlotte s'est réveillée, elle m'a trouvée à la fenêtre, une tasse à la main. « Bonjour maman, bonjour ma chérie ». Elle s'est assise à côté de moi. Nous avons regardé la cour pavée ensemble, en silence. « C'est joli ici », elle a dit doucement. « Oui, c'est petit, mais c'est à moi. Maman, oui, je vais tout faire pour que tu sois fière de moi. » Je lui ai pris la main. « Je suis déjà fière de toi. » Comment tu peux dire ça? Après tout, parce que tu es là, parce que tu as compris, parce que tu veux changer. Je l'ai regardée dans les yeux. « Charlotte, la vie nous donne des leçons, parfois douces, parfois cruelles. L'important, c'est d'apprendre. » Elle a hoché la tête. « J'ai appris, maman, crois-moi, j'ai appris. » Et quelque part, à ce moment-là, j'ai su. J'ai su que ma fille était en train de revenir. Pas la Charlotte arrogante et égoïste, mais la vraie Charlotte, celle que j'avais élevée, celle qui avait un cœur. Les jours suivants ont été étranges. Vivre ensemble après tout ce qui s'était passé. Partager le même espace. Les mêmes repas, les mêmes silences. Mais peu à peu, nous avons trouvé un rythme. Charlotte cherchait du travail tous les jours. Elle envoyait des CV. Elle passait des entretiens. Et le soir, nous parlions. De tout. De la vie. De ses regrets. De ses espoirs. « Maman, tu sais ce qui est bizarre? Quoi? Je suis plus heureuse maintenant, dans ton petit appartement, sans rien, que je ne l'étais dans ce grand appartement avec tout. Tu sais pourquoi? Non. Parce que maintenant, tu es toi, pas l'ombre de quelqu'un d'autre. Un mois après l'arrivée de Charlotte, quelque chose est arrivé. Quelque chose que ni elle ni moi n'aurions pu prévoir. Quelque chose qui allait fermer définitivement le cercle. Qui allait montrer que le karma ne pardonne jamais. Février est arrivé avec le froid. Charlotte avait trouvé un travail dans une petite librairie du Marais. Le salaire était modeste, mais elle rayonnait. « Maman, regarde! Mon premier bulletin de paie !» Elle me l'avait montré comme une enfant montre un bon bulletin scolaire. J'étais fière, vraiment fière. Un matin, en prenant notre café, Charlotte a reçu un appel, un numéro inconnu. Elle a hésité, puis décroché. « Allô ?» Son visage a changé, pâli. « Oui, c'est moi. Quoi? Quand? Je vois. Merci de m'avoir prévenu. » Elle a raccroché lentement.
Charlotte, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a regardée, les yeux écarquillés. C'était l'hôpital. Mathieu, il est à l'hôpital. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a fait un malaise dans la rue. Quelqu'un a appelé les secours. Ils ont trouvé mon numéro dans ses contacts d'urgence. Tu veux y aller? Elle a hésité longuement. Je ne sais pas. Charlotte, c'est ton mari. Enfin, techniquement. Il m'a abandonnée, maman. Il est parti en me laissant tout. Je sais. Mais tu dois décider qui tu veux être. La personne qui rend coup pour coup? Ou la personne qui reste digne, même face à l'indignité? 1 heure plus tard, nous étions à l'hôpital. Charlotte avait voulu que je l'accompagne. Mathieu était dans une chambre au 3e étage. Quand nous sommes entrés, je l'ai à peine reconnu. Cet homme élégant, toujours si bien habillé, était maintenant maigre, pâle, avec des cernes profonds. Il avait vieilli de 10 ans en 2 mois. En voyant Charlotte, ses yeux se sont remplis de larmes. « Charlotte, tu es venue ?» « Oui, elle est restée debout, près de la porte, distante. « Comment tu vas ?» Elle a demandé froidement. « Pas bien du tout. » Il a fermé les yeux. « Les médecins disent que c'est l'épuisement, le stress. Je vis dans ma voiture depuis que je suis partie. » Charlotte n'a rien dit. « J'ai tout perdu, Charlotte. Le cabinet, l'argent, tout. » Il a ouvert les yeux. « Je suis désolé, tellement désolé de t'avoir entraîné là-dedans. »« Mathieu, pourquoi tu as menti? Sur les dettes, surtout ?» Il a baissé la tête. J'avais honte. J'avais honte de ne pas être l'homme que je prétendais être. Et ma mère? L'argent qu'on lui a pris? Un silence. J'avais besoin de cet argent pour sauver le cabinet. Mais ça n'a servi à rien. Tout s'est effondré quand même. Charlotte s'est approchée du lit. « Tu sais ce qui me fait le plus mal? »« Quoi? Tu m'as fait croire que nous étions une équipe, que nous construisions quelque chose ensemble. Mais tu m'as juste utilisé, moi et ma mère. » Les larmes coulaient sur le visage de Mathieu. « Tu as raison. J'ai été lâche, égoïste. Je mérite tout ce qui m'arrive. » Charlotte l'a regardé longuement. Cet homme qu'elle avait aimé, cet homme pour qui elle avait tout sacrifié, il n'était plus qu'une ombre. « Je ne te déteste pas, Mathieu, » elle a dit doucement. « Mais je ne peux pas rester avec toi. Je dois vivre ma vie, ma vraie vie. Je comprends. » Il a essuyé ses larmes. « Charlotte, dis à ta mère, dis-lui que je suis désolée. Pour tout. » Charlotte s'est retournée vers moi. J'étais restée en retrait, silencieuse. Mathieu m'a vue pour la première fois. Son visage s'est décomposé. « Geneviève, vous êtes là. »« Oui, je ne sais pas quoi dire. »« Il n'y a rien à dire, Mathieu. » Je me suis approchée du lit. « Vous avez fait vos choix. Maintenant, vous vivez avec les conséquences. » Il a baissé les yeux. « J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû être honnête, mais j'étais aveuglée par l'ambition. » L'ambition n'est pas un crime, Mathieu. Le mensonge, oui. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il a haussé les épaules, épuisé. « Je ne sais pas. Recommencer. Ailleurs. Autrement. » Je l'ai regardé un long moment. Cet homme qui avait contribué à briser ma fille, qui avait volé mon argent, qui m'avait traité avec mépris, la vie lui avait rendu ce qu'il avait donné, solidité, arrêt, ruine morale. Mathieu, je vous souhaite de trouver votre chemin, un chemin honnête cette fois. Il m'a regardé, surpris. Vous ne me détestez pas? Non, la haine demande trop d'énergie, et vous ne valez pas cette énergie. Nous sommes partis. Dans le couloir, Charlotte a pris ma main. « Maman, merci d'être venue. C'était important que tu le vois, pas pour lui, pour toi, pour que je ferme la porte. » Exactement. En sortant de l'hôpital, Charlotte a pris une grande inspiration. Tu sais ce qui est étrange? Quoi? Je pensais que je ressentirais de la satisfaction en le voyant comme ça, mais je ressens juste du vide. C'est normal, la vengeance ne guérit rien. Alors qu'est-ce qui guérit? Le temps, le pardon. Et surtout, se pardonner à soi-même. Nous avons marché dans Paris, main dans la main, mère et fille, ensemble. Maman? Oui, est-ce que tu me pardonnes? Vraiment? Je me suis arrêtée. Je l'ai regardée dans les yeux. Oui, Charlotte, je te pardonne. Elle a éclaté en sanglots et m'a serrée dans ses bras. Merci, maman, merci. Ce soir-là, dans notre petit appartement, j'ai ouvert la petite boîte en lac. J'ai regardé la photo de Charlotte enfant une dernière fois. Puis j'ai sorti une nouvelle photo de mon sac. Une photo que j'avais prise la semaine dernière. Charlotte et moi devant la librairie où elle travaillait. Nous sourions, vraiment. J'ai mis cette nouvelle photo dans la boîte, à côté de l'ancienne. Le passé et le présent, côte à côte. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne, j'ai murmuré. Mathieu avait donné le mensonge. Il avait reçu la solitude. Charlotte avait donné l'égoïsme. Elle avait reçu la perte. Mais Charlotte avait aussi donné le repentir. Et elle recevait maintenant une seconde chance. Et moi, j'avais donné toute ma vie. Et maintenant, je recevais quelque chose d'inestimable. Ma fille, la vraie, et ma propre liberté. 6 mois ont passé depuis ce jour à l'hôpital. 6 mois depuis que Charlotte a fermé la porte sur son ancienne vie. 6 mois depuis que nous avons recommencé.
ensemble. Aujourd'hui, je suis assise à la fenêtre de mon petit appartement du Marais. Le soleil d'août entre doucement, réchauffant mon visage. Charlotte est partie travailler à la librairie. Elle a été promovée responsable adjointe le mois dernier. Elle rentre toujours avec le sourire maintenant. Un vrai sourire. Je regarde la petite boîte en laque posée sur la table. Combien de fois l'ai-je ouverte ces dernières années? Combien de fois ai-je pleuré en regardant cette photo de Charlotte enfant? Aujourd'hui, je l'ouvre une dernière fois. À l'intérieur, il y a maintenant 3 photos. Charlotte a 5 ans. Charlotte et moi devant la librairie. Et une nouvelle prise la semaine dernière. Charlotte, assise dans le jardin des Vosges, un livre à la main, souriant au soleil. Libre, légère, heureuse. Cette photo-là, c'est celle qui compte le plus, parce qu'elle montre la femme qu'elle est redevenue. Je repense à tout ce chemin parcouru, la trahison, la douleur, la vente de la maison. Mon arrivée à Paris, seule, avec mes valises et mon cœur brisé. Je repense à ce moment où j'ai dit non, où j'ai refusé de donner encore, où j'ai choisi de me choisir. C'était le moment le plus difficile de ma vie, mais aussi le plus nécessaire, parce que j'ai compris quelque chose que beaucoup de mères mettent toute une vie à comprendre. Aimer son enfant ne signifie pas tout accepter. Aimer son enfant ne signifie pas tout donner, jusqu'à s'oublier soi-même. Parfois, aimer, c'est dire non. Parfois, aimer, c'est partir. Parfois, aimer, c'est laisser l'autre tomber pour qu'il apprenne à se relever seul. Si je n'avais pas vendu cette maison, si je n'étais pas partie à Paris, si j'avais continué à donner sans rien recevoir, Charlotte ne serait jamais devenue la femme qu'elle est aujourd'hui. Elle serait restée cette personne égoïste, aveugle, qui prenait tout pour acquis. Et moi, je serais morte à petit feu dans ma maison vide de Lyon. La vie nous enseigne de drôles de leçons. Elle nous brise pour nous reconstruire. Elle nous prend tout pour nous donner l'essentiel. Elle nous éloigne de ceux qu'on aime pour nous ramener plus proches qu'avant. Charlotte vit toujours avec moi, mais pas parce qu'elle n'a pas le choix. Elle pourrait louer son propre appartement maintenant. Elle gagne sa vie. Elle reste parce qu'elle veut rester. Parce que nous avons retrouvé quelque chose de précieux. Une vraie relation. Mère et fille, égales. Hier soir, nous étions assises toutes les deux sur le canapé. Elle lisait, je tricotais. Soudain, elle a levé les yeux de son livre. « Maman ? Oui, ma chérie ? Tu te souviens de ce jour où tu m'as trouvée au café ? La première fois ? Oui. Tu sais ce qui m'a le plus marqué ? Quoi ? C'est quand tu m'as dit que tu devais t'aimer toi-même avant de pouvoir m'aimer à nouveau. » Elle a fermé son livre. À ce moment-là, je n'ai pas compris. Je pensais que c'était égoïste. Et maintenant, je comprends. Si tu ne t'étais pas aimé assez pour partir, je ne serais jamais devenue qui je suis. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu m'as sauvée, maman, en me laissant tomber. J'ai posé mon tricot et je l'ai prise dans mes bras. Non, ma chérie, tu t'es sauvée toi-même. Moi, j'ai juste ouvert la porte. C'est toi qui as choisi de passer. Nous sommes restés longtemps comme ça, mère et fille, guéries. Il y a quelques jours, Charlotte m'a annoncé quelque chose. Maman, j'ai pris une décision. Laquelle ? Je vais reprendre mes études. Je veux étudier la littérature, devenir enseignante. Mon cœur s'est gonflé de fierté. C'est ton rêve d'adolescente. Oui, celui que j'avais abandonné pour suivre Mathieu dans ses ambitions. Elle a souri. Il est temps que je suive mes propres rêves. Je suis tellement fière de toi, Charlotte. C'est grâce à toi. Non, c'est grâce à toi. Tu as fait le travail. Hier, nous avons reçu une lettre. Une lettre de Mathieu. Charlotte l'a lue, puis me l'a tendue. Chère Charlotte, j'espère que cette lettre te trouve bien. J'espère surtout que tu es heureuse. Je t'écris de Marseille. J'ai quitté Paris. J'ai quitté tout ce qui me rappelait mon échec. J'ai trouvé un petit travail dans une association qui aide les personnes endettées. Ironique, n'est-ce pas? Tous les jours, je vois des gens qui ont fait les mêmes erreurs que moi. L'ambition, le mensonge, la chute. Et je les aide. Parce que je sais ce que c'est. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que ta mère avait raison. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. J'ai donné le mensonge. J'ai reçu la solitude. Maintenant, j'essaie de donner de l'aide. J'espère recevoir un jour la paix. Dis à ta mère que je pense souvent à elle, à sa dignité, à sa force. Elle m'a appris que l'élégance n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans qui on est quand on a tout perdu. Sois heureuse, Charlotte. C'est tout ce que je te souhaite. Mathieu. Charlotte a replié la lettre. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il commence à comprendre. Tu lui pardonnes? J'ai réfléchi longuement. Le pardon n'est pas quelque chose qu'on donne ou qu'on refuse. C'est quelque chose qu'on porte ou qu'on dépose. Et toi, tu as déposé? Oui, il y a longtemps déjà. Parce que porter la rancune, c'est s'empoisonner soi-même. Charlotte m'a regardée avec admiration. Comment tu as fait pour devenir si sage? J'ai souri. La sagesse, ma chérie, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert. C'est quelque chose qu'on paie. Quel a été le prix? La douleur,
la solitude, la trahison, mais aussi le courage de recommencer. Ce matin, en buvant mon café, j'ai repensé à Lyon, à cette grande maison vide, aux meubles disparus, à la femme brisée que j'étais, et j'ai souri, parce que cette femme n'existe plus. Je suis Geneviève de Laurencin, j'ai 70 ans, je vis dans un petit appartement à Paris. J'ai peu de choses, mais j'ai l'essentiel. J'ai ma fille, la vraie, j'ai ma dignité, intacte, j'ai ma paix, retrouvée. Et surtout, j'ai appris quelque chose que je veux partager avec vous. On nous apprend que les mères doivent tout donner, tout sacrifier, tout accepter. Mais c'est faux. Les mères ont le droit d'avoir des limites. Les mères ont le droit de dire non. Les mères ont le droit de se choisir. Parce qu'une mère qui s'oublie complètement n'apprend rien à son enfant, sauf à se faire marcher dessus. Mais une mère qui se respecte, qui pose des limites, qui dit non quand c'est nécessaire, cette mère-là enseigne quelque chose de précieux. Elle enseigne la dignité. Elle enseigne le respect. Elle enseigne que l'amour ne signifie pas l'effacement de soi. Si mon histoire peut aider, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, une mère à poser des limites, une fille à voir vraiment sa mère, alors tout cela aura eu un sens. La vie m'a pris ma maison, mais elle m'a rendu ma fille. Elle m'a pris ma fortune, mais elle m'a rendu ma paix. Elle m'a pris mes certitudes, mais elle m'a rendu ma liberté. Et aujourd'hui, assise à ma fenêtre, le soleil sur mon visage, je peux dire une chose, une seule chose. Je suis heureuse. Charlotte va rentrer dans quelques heures. Nous dînerons ensemble. Nous parlerons de nos journées. Elle me racontera les clients de la librairie. Je lui parlerai de mon tricot. Des choses simples, des choses vraies, des choses qui comptent. Ce soir, avant de dormir, je rangerai la petite boîte en lac. Je la mettrai sur l'étagère, pas pour l'oublier, mais parce que je n'ai plus besoin de l'ouvrir chaque jour. Les photos sont dans mon cœur maintenant. Le passé est à sa place. Le présent est là, vivant, respirant. Et l'avenir appartient à Charlotte, à ses rêves, à sa vie. Moi, j'ai fait ma part. J'ai élevé ma fille, je l'ai perdue, je l'ai retrouvée. Maintenant, je peux simplement être Geneviève, une femme de 70 ans qui a appris que partir, parfois, c'est la plus grande preuve d'amour. Alors, à vous qui m'écoutez, à vous qui avez vécu quelque chose de similaire, à vous qui doutez, qui souffrez, qui vous demandez si vous avez le droit de dire non, je vous dis ceci, oui, vous avez le droit. Oui, vous avez le droit de partir. Oui, vous avez le droit de vous choisir. Et non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du courage, c'est de l'amour, c'est de la sagesse. La vie est courte, trop courte pour la passer à se vider de soi-même, trop courte pour accepter l'inacceptable, trop courte pour vivre dans l'ombre de ceux qui devraient tout faire briller. Alors vivez, vraiment, pleinement, dignement. Et si quelqu'un vous traite d'égoïste, parce que vous posez des limites, souriez, comme j'ai souri ce jour-là, quand Charlotte a emporté mes meubles. Parce que ce sourire, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la lucidité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Parfois, une histoire change toute une vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.